Une question vous vient, vous avez la possibilité ou de la poser en temps réel. Je vous invite simplement à attendre que la phrase soit finie. Non, mais on ne sait jamais. Ou de la poser en fin d'exposé. Okay, comme vous le sentez, si on est à l'aise. Hein. L'objectif, c'est vraiment de repartir avec le maximum d'informations pertinentes, exploitables. Okay, donc, vivez-le tranquillement. C'est bon pour vous? Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc avec nous, on va faire une présentation très rapide de qui nous sommes, puis on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Vous êtes surtout là pour ça. Donc, en ce qui nous concerne, Jessie Louvel et Nicolas Gransart, nous sommes avocats, comme ça a été dit, donc on va essayer d'être le moins rébarbatif possible, comme ça a été présenté de manière assez ardue la discipline. On va la rendre la plus ludique possible, et vous allez voir, j'espère en tout cas qu'on va y arriver. Oui. Donc, Fidal, pour quelques mots le cabinet, premier ou deuxième cabinet d'avocats d'Europe, des classements. Donc, grosse structure, on ne fait que du droit des affaires. Ça représente aujourd'hui environ 1400 avocats sur le territoire national. Pour la Bretagne, environ 80 avocats, avec des bureaux à Rennes, Vannes, Lorient, Quimper, Brest et Saint-Brieuc. Vous avez ici des représentants du bureau de Rennes, en ce qui concerne Jessie et moi-même, et François Desjardins qui est parmi vous, qui représente le bureau de Vannes. Et nous sommes tous rattachés à des départements techniques particuliers liés au droit, donc des matières très classiques, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, des matières un petit peu plus, on va dire, de niche, telles que le droit du patrimoine, le droit de l'environnement, le droit public, le droit judiciaire, c'est avocats qui portent la robe, et en ce qui nous concerne, le droit économique, qui chez nous recouvre deux grands pôles de compétences, la concurrence et la distribution. Donc, tout ce qui va être la formalisation de la vie des affaires, la négociation commerciale, les contrats commerciaux, les contrats de distribution, les conditions d'achat, les conditions de vente. Ça, c'est vraiment notre quotidien. Ça recouvre vraiment le droit de la concurrence. On appelle le petit droit de la concurrence déloyale par exemple. Donc, le gros droit de la concurrence, les ententes, les abus de position dominante, les concentrations. Donc, on a cette spécificité-là, en plus en Bretagne, vous êtes assez, on va dire, pointu sur ces dossiers de concurrence, et on coanime au niveau national le pôle concurrence du cabinet. Donc, on verra tout à l'heure que ça peut avoir des implications, notamment dans le domaine des achats, on en parlera. Et puis l'autre volet du département, c'est la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. On verra peut-être à la marge tout à l'heure en quoi ça peut nous intéresser ce sujet d'aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus à la marge. Voilà un peu qui nous sommes. Et donc, voilà, l'objectif aujourd'hui, ça va être, de manière le plus concrète possible, de voir avec vous quels peuvent être ce qu'on appelle les bons réflexes en matière de sécurisation des approvisionnements. Donc j'allais dire, finalement, le droit à ce niveau-là paraît relativement éloigné parce qu'on est sur une relation finalement d'affaires, éventuellement une relation technique, de sécurité, de produits, de certification cas échéant. Finalement, l'aspect juridique paraît assez lointain. Et vous allez voir qu'en réalité, cet aspect juridique, il est non seulement présent, mais il est extrêmement fort sur ces sujets-là. Et ça va être, on va dire, à ce moment du début de la relation, puis dans la continuité de la relation, que le droit va permettre de fluidifier la relation que vous allez avoir, notamment avec vos fournisseurs. Je prends une métaphore un peu osée, je dirais que c'est un peu comme le contrat de mariage. Quand on le fait, quand on est amoureux, on n'est pas signé beaucoup de choses parce qu'on a envie de construire des choses ensemble. Quand on commence à se balancer la vaisselle à la figure, généralement pour commencer à contractualiser ce qu'on est prêt à faire ensemble, c'est un peu trop tard. Bah là c'est pareil. C'est quand on est plus content de la manière dont on est servi par son fournisseur, si on commence à vouloir expliquer un peu les droits et obligations de chacun, ça va devenir extrêmement compliqué et souvent c'est beaucoup trop tard. Donc si possible on le fait en amont et ça facilite souvent grandement les choses et c'est même de nature à désamorcer les éventuelles tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors comme ça a été dit à l'instant, à tout moment vous nous interrompez, le but c'est d'échanger. On n'est pas là pour faire un cours de droit, on pourrait, mais le temps qui nous est imparti étant beaucoup trop court, on va plutôt être sur un temps d'échange, en plus sympathique. Alors, premier point qu'on voulait voir avec vous, ce sont effectivement les droits et obligations qui peuvent être les vôtres dans le cadre des approvisionnements que vous allez pouvoir réaliser. Vous voulez il y a un mot pour commencer, Jessie ? Sur les droits et obligations, le postulat de départ déjà qu'on peut évoquer, c'est l'idée de coucher d'ores et déjà sur le papier, de contractualiser la relation. Quand on est en position acheteur, on n'a pas forcément le réflexe de ce qu'on appelle nous les conditions d'achat. C'est vrai qu'on parle beaucoup des CGV, des conditions. Oui, j'ai une plus petite voix. Elle est belle quand même. Il est branché. Il est branché. Vous m'entendez? C'est bon. Donc voilà, donc le réflexe condition d'achat, on ne l'a pas forcément, alors que du côté fournisseur-vendeur, les CGV, c'est quelque chose qui est plus inscrit dans les esprits.
Donc l'idée de contractualiser via des conditions d'achat, ça vous permet, vous, d'arriver auprès de vos fournisseurs avec d'ores et déjà la trame de ce qui, pour vous, constitue, on va dire, la relation équilibrée que vous avez en tête, et puis bien sûr vos attentes, puisque poser sur le papier ce qui va pour vous être le référentiel de vos demandes, c'est finalement la possibilité par la suite, de contrôler que le référentiel a bien été atteint, et dans les cas les plus critiques, eh bien, éventuellement, soit dans une phase précontentieuse ou contentieuse, de pouvoir aller chercher votre fournisseur. Voilà pour le contexte très général. Sur les... Alors je ne sais pas si on commence par les droits, les obligations... Allons-y sur les droits. Hein. Sur les droits, donc, typiquement, vous avez le droit d'être livré, hein, finalement, de votre commande, de vos produits. Alors livré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord une livraison conforme, conforme en quantité, en qualité. Sur la qualité, c'est précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée d'avoir d'ores et déjà posé ce que va être le référentiel de qualité que vous êtes en droit d'attendre, donc via par exemple l'élaboration d'un cahier des charges, livré en conformité mais également livré dans les délais. C'est des clauses qui peuvent être problématiques et qu'il va falloir, dont la rédaction va demander une attention particulière, livré dans les délais et... Des points essentiels vont être là, c'est effectivement ce que disait Jessie, fondamental, c'est la notion de cahier des charges, ou la notion de formalisation de ce qu'on attend du partenaire. Parce que finalement, on est toujours là, c'est le tropisme du juriste, hein, de voir l'hypothèse où ça n'ira pas. Tant que tout va bien, je dirais que le contrat ne sert pas à grand chose. Le contrat ne sert même strictement à rien. En matière commerciale, le contrat peut parfaitement être oral. Il n'y a pas d'obligation de contractualiser par écrit une relation commerciale. Donc le contrat écrit ne sert qu'à une chose, c'est qu'à un moment donné, si on se fâche, ou si on a un désaccord sur ce que l'un a fait par rapport à ce qu'on estimait qu'il devait faire, on va ressortir le contrat pour dire « Dis donc, c'est ça que tu t'es engagé à faire, tu n'as pas fait, tu vas donc mettre en œuvre les procédures qu'il faut pour faire, ou alors m'indemniser le cas échéant pour le préjudice que j'ai subi du fait de ce que tu n'as pas fait. » Et c'est là où le contrat est fondamental, et c'est là que le contrat doit être bien rédigé. Et c'est là où souvent ça choque. C'est que souvent, on s'est mis d'accord sur ce qui nous paraissait évident, une chose, un service, un prix. Chacun y a vu ce qu'il voulait y voir. Celui qui achetait y a vu ce qu'il voulait acheter. Celui qui devait vendre y a vu ce qu'il pouvait vendre. Mais si ce n'est la description de ce qui doit effectivement être livré n'est pas suffisamment précise, évidemment, chacun va s'engouffrer dans la brèche en disant « Moi, j'interprétais comme ceci. Oui, mais moi, j'interprétais comme cela. Et ça ne fait pas ce que je voulais. » Donc, l'un des points fondamentaux de ce type d'accord, c'est effectivement de contractualiser les droits et obligations de chacun et d'être suffisamment précis sur ce qu'on attend du partenaire. C'est fondamental. Et quand on est du côté acheteur, ne pas hésiter à employer son propre vocabulaire. Toujours vraiment avoir beaucoup d'aisance avec ça, et surtout ne pas avoir un complexe de technique. Par exemple, si on achète un produit qui nous paraît extrêmement technique, on se dit que le fournisseur est le sachant sur son produit, et lui il exprime les données d'une certaine manière que je ne comprends peut-être pas, mais s'il dit que c'est ça qu'il me faut, il doit avoir raison. Non, j'exprime avec mes propres mots ce que je veux et ce que j'attends du bien ou du service que je commande. Ce qui fait que si un jour je constate que ça ne fait pas ce que j'attends de ce bien ou de ce service, je pourrais facilement établir qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que j'ai eu et ce que j'attendais. Donc ça c'est fondamental. Après on peut repartir effectivement sur ce que vont être vos obligations, cette fois en tant qu'acheteur. Alors, oui. Vous avez parlé de conditions d'achat, de conditions de vente. Mes acheteurs m'ont toujours dit qu'on n'avait pas le droit de faire des conditions d'achat. On pouvait uniquement discuter les conditions générales de vente que nous fait le fournisseur. Je me lance ou c'est vous? Pardon? Je me lance ou c'est vous? Alors, si vous lui avez dit que vous vouliez des conditions générales d'achat, vous avez vu que vous avez une petite subtilité, on peut être conditions générales de vente et conditions d'achat. Si vous lui avez dit que vous vouliez des conditions générales d'achat, il a très bien fait de vous dire que vous n'aviez pas le droit. Alors je vais essayer d'être court parce que sinon on va exploser le timing. Mais non, il n'y a pas de souci. Opposabilité, conditions générales de vente, conditions d'achat. Le texte du Code de commerce nous dit quoi? Il nous dit que les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale. Socle s'entendant comme point de départ. Ça ne prévaut pas sur tout, mais c'est le point de départ. On part de là. Ce qui veut donc dire que je peux parfaitement avoir une contre-proposition des conditions générales de vente. C'est là qu'interviennent les conditions d'achat.
Et pourquoi on ne parle pas de conditions générales d'achat? Puisque les conditions générales de vente sont forcément le point de départ, si je parlais aussi de conditions générales d'achat, ça voudrait dire que je veux écraser purement et simplement les conditions générales de vente. On peut dire le point de départ, ce sont mes conditions générales d'achat, puisqu'elles sont générales, elles s'appliquent à tout le monde. Donc ça, ce serait interdit, puisque je serai en confrontation directe avec une obligation légale, qui sont dire que le point de départ, ce sont les conditions générales de vente. Très rapidement, on pourra à loisir échanger tout à l'heure pour ceux qui veulent table ronde ou déjeuner, mais sur ce sujet qui est un vrai sujet de négociation commerciale. Je vous donne la parole sur les obligations. On a parlé de vos droits, donc être livré en conformité et dans les délais, et forcément en face, une contrepartie qui s'impose, c'est payer le prix. Payer le prix qui a été convenu. Là-dessus, on va évoquer deux aspects très rapidement. L'importance des délais de paiement. Aujourd'hui, on le voit, les autorités, et notamment la DGCCRF, font des délais de paiement, si ce n'est leur cheval de bataille, à tout le moins un point important de leur contrôle. Donc c'est vrai que les délais de paiement figurent de manière générale dans les documents commerciaux, sur les factures, c'est quelque chose qui s'impose. Et vous, en face, en tant qu'acheteur, eh bien, vous êtes contraint de respecter ces délais de paiement. Sur le prix, payer le prix, qu'est-ce que ça veut dire? En principe, il y a un prix qui a été contractualisé dès le début de votre relation. Tout va dépendre, finalement, vous êtes en position d'acheteur, mais qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez de la matière première pour vos produits? Est-ce que vous achetez des produits finis pour faire finalement juste de l'achat-revente sans transformation? Et selon les hypothèses, peut s'imposer l'insertion de ce qu'on va appeler une clause, soit une clause d'indexation du prix, soit une clause de renégociation. C'est-à-dire que les parties vont s'engager, en cas par exemple de hausse ou de baisse du cours des matières premières, à se mettre autour de la table, si ce n'est à arriver à un accord, tout du moins à négocier de bonne foi. Donc ça peut être important de le prévoir en amont, d'ores et déjà dans le contrat, puisque ça évite, en cours de relation, d'avoir à s'interroger sur est-ce que je peux réviser mon prix, est-ce que j'ai le droit d'imposer un nouveau prix ou pas à mon partenaire. Le contractualiser d'ores et déjà permet d'éviter donc ce genre de discussion, et on le voit avec la fluctuation du cours des matières premières, c'est quelque chose d'assez essentiel de prévoir d'ores et déjà. Complètement. On voit à l'heure actuelle, vous avez travaillé pour beaucoup d'entre vous, en tout cas certains dans l'industrie agroalimentaire, on l'a vu. On sait bien, et cette année est un exemple, on prend l'exemple du beurre, par exemple pour ceux qui connaissent, ça a été un produit qui a connu de très très fortes variations de prix à la hausse, qui a posé de nombreuses difficultés à certains industriels qui devaient en acheter, qui se trouvent dans une situation de tension extrêmement forte. Et la manière dont les accords étaient contractualisés avec leurs fournisseurs a eu un poids très très fort dans la manière dont on a pu gérer derrière cette difficulté. Je dirais que la même chose après derrière dans les conditions de vente, puisque évidemment, savoir comment je vais répercuter après ce surcoût éventuel. Donc, aujourd'hui, il existe nombre d'outils juridiques. On ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez juste pour l'exemple qu'il existe beaucoup d'outils juridiques. Il y a ce que l'on appelle les clauses de hardship. Pour un vocabulaire anglo-saxon, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Une sorte de clause d'imprévision économique qu'on peut introduire dans les contrats. Et vous avez peut-être entendu parler d'une réforme qui est rentrée en vigueur au 1er octobre 2016, qui est la réforme du droit des contrats. Pour la première fois, le Code civil, qui date de 1804, on a hérité de Napoléon, a été modifié de fond en comble l'année dernière sur le droit des contrats, et a introduit un article, dans le détail 1195 du Code civil, qui permet d'invoquer cette imprévision économique. Donc c'est ce bouleversement de circonstances économiques qui fait que les conditions qu'on avait initialement prévues ne sont plus tenables. Je vous dis juste ça pour l'instant, sinon on va déborder assez largement du temps qui nous est imparti. Mais retenez ces éléments-là pour savoir qu'il y a vraiment des outils juridiques qui existent pour anticiper ce risque économique et ce risque de fluctuation, notamment des cours, soit de matières premières, soit d'éléments qui ont un impact sur le prix d'achat. Je fait le tour là-dessus, c'est juste un point. Un dernier point important quand même en matière d'approvisionnement, c'est sur quelque chose qu'il convient toujours de mettre en œuvre. On voit souvent dans des contrats des choses genre obligation de résultat ou obligation de moyens. Comme passe l'expression, c'est une vraie tarte à la crème du droit. Parce que moi, j'ai obligation de moyens, obligation de résultat, je ne sais pas ce que c'est. Si je fais de la recherche, ça je sais. Soit je cherche pour trouver,
soit je cherche juste et que je n'ai pas une obligation de trouver quelque chose. Je dois faire mes meilleurs efforts pour chercher. Si j'ai rien trouvé, bah, c'est pas grave, je suis payé pour une fois de recherche. Ça, je comprends. Dans toutes les autres hypothèses, je ne comprends pas. Si j'en suis arrivé à dire que c'est une obligation de moyen ou de résultat, c'est qu'en contraire, il est mal rédigé. Je vous commande un produit, vous devez me le livrer. Point. Je vais pas faire vos meilleurs efforts pour me livrer, vous devez me le livrer. Et il doit être comme je l'ai commandé. C'est pas le moins. C'est comme je l'ai commandé. Donc, une obligation contractuelle est nécessairement de résultat si le contrat est bien fait. Et donc, ce point est essentiel parce qu'il va falloir parfois définir si c'est moi, client, qui ai la responsabilité de ce que je choisis chez vous, vendeur, ou si c'est vous, vendeur, qui devez analyser mes besoins pour définir ce que vous devez me vendre. Et ça, c'est fondamental. Et c'est autrement plus important que l'obligation de moyen ou l'obligation de résultat. Savoir qui est responsable de l'adéquation des produits que vous allez me vendre avec ce que sont mes besoins. Est-ce que c'est moi qui ai choisi sur vos étagères le produit qu'il me faut, ou est-ce que c'est vous qui êtes venu chez moi ou qui m'avez fait parler pour voir quels étaient mes besoins et qui m'avez dit c'est ce produit-là qu'il vous faut. Et là, les obligations sont plus du tout les mêmes, évidemment. Vous comprenez bien qu'au moment où je vais recevoir, si je dis ça fait pas ce que je voulais, allez monsieur, mais c'est vous qui avez choisi. Ah, d'accord. Mais ça fait pas ce que je voulais, mais c'est vous qui m'avez dit que c'est que je devais prendre. C'est votre faute. Vous allez me changer le produit, vous allez me rétablir à la place. Ça, c'est fondamental. Je vais fermer la parenthèse, mais voilà, il y a quelques points essentiels à ce niveau-là qu'il faut avoir en tête. Magnifique. Deuxième aspect qu'on voulait voir avec vous, c'est la question qui est « Suis-je libre d'utiliser comme je veux les éléments que fournit mon fournisseur ?» Donc là, ça va être toutes les questions, notamment qui se rapportent pour ce qui est de la propriété intellectuelle pure, notamment du droit des marques. Est-ce que j'achète pour distribuer des produits via, par exemple, une licence de marque? Est-ce que j'achète des produits en marque blanche? Voilà, donc c'est des questions qu'il va falloir se poser. Sur la licence de marque, bien faire attention au périmètre de la licence, forcément, en termes notamment de territoire et de moyens de distribution. Sur l'exclusivité, donc là l'exclusivité ça va dans les deux sens finalement. C'est est-ce que moi je suis lié en tant qu'acheteur par une clause d'exclusivité? Est-ce qu'on m'impose de n'acheter ces produits qu'à ce fournisseur? Ou est-ce qu'à l'inverse, mon fournisseur est lié par une clause d'exclusivité? Ouais, c'est une question qu'il convient d'aborder assez tôt pour ne pas se piéger tout seul. On peut imaginer, je vous poser le problème autrement. Votre fournisseur ne peut pas vous accorder plus de droits qu'il n'en a, par exemple. Et si on parle par exemple de solution informatique, il est tout à fait possible que, si vous êtes passé par un prestataire qui va vous fournir une solution informatique, que lui-même se soit approvisionné en logiciel, en soft, en hard, sur des choses un peu dédiées, qui peuvent être parfois des logiciels libres, donc le problème va être relativement restreint, parfois avec des logiciels sous licence. Lui-même, les droits qu'il a acquis, il a des droits limités sur ce qu'il a acquis. Et donc, il va pouvoir vous construire une solution, mais dans un périmètre restreint. Si vous n'interrogez pas sur ce que vous pouvez faire avec cette solution, vous pouvez vous retrouver vous-même en contrefaçon des droits de son prestataire initial, sans le savoir. Et avoir quelqu'un un jour qui frappe à votre porte, vous en dites donc, c'est vous qui utilisez ça, oui, vous êtes contrefacteur. De quoi j'ai acheté une société A? Oui, mais moi je suis la société B, et cette société A m'a effectivement acheté cette solution, mais pas pour faire ce que vous faites avec. Donc, c'est toujours extrêmement important lorsque, je pense que c'est informatique, mais comme j'ai cité tout à l'heure, on peut avoir des problèmes de marque, on peut avoir des problèmes de brevet, on peut avoir des questions de savoir-faire. Tout ce qui va être lié à la propriété, qui peut constituer un actif de quelqu'un, toujours être conscient de savoir ce que je peux en faire. Est-ce que je peux l'exploiter uniquement pour mes propres moyens? Est-ce que je peux en posséder des droits des tiers? Est-ce que je peux vendre le produit ou le service qui m'a été vendu sur tout territoire ou uniquement sur un territoire limité? Voilà. De connaître ce champ et que connaître ses limites, ça peut m'éviter des mauvaises surprises par la suite et le cas échéant d'être beaucoup plus à l'aise aussi avec mes propres clients pour savoir ce que je peux leur accorder. Juste pour rajouter sur la partie informatique, sur les contrats informatiques, c'est vrai qu'on a une problématique, nous, qu'on voit revenir assez fréquemment, c'est voilà, je fais développer un logiciel, je fais développer une application, un programme qui finalement est presque le cœur de mon activité. Je pense que voilà, en le faisant développer et en payant, j'acquiers la propriété de ce programme, de ce logiciel, et on a très fréquemment la difficulté de ce qu'on appelle les codes sources, c'est-à-dire
que je fais, enfin voilà, la rédaction par écrit du fonctionnement de ce logiciel. Et si je n'ai pas une session express très formalisée de ces codes sources, eh bien je n'en suis pas propriétaire et mon développeur 1 an, 2 ans, 3 ans après peut venir tout simplement, entre guillemets, faire du racket, venir monnayer le prix de ces codes sources et vous êtes totalement bloqué. Vous ne pouvez rien faire avec votre application, quand bien même elle serait le cœur de votre activité. Vous ne pouvez plus développer, vous ne pouvez plus répondre aux attentes de vos clients. Donc on a un développeur là qui est en position de force totale et c'est vrai qu'en allant en contentieux, on a beaucoup de mal à récupérer ces fameux codes sources qui vont vous permettre de développer votre activité. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Absolument, et on aura la même logique sur tout ce qui va être développement de logos, de dessins, de tout ce qui va être création, on va dire, au sens artistique du terme ou au sens de la propriété intellectuelle. Tout ce qui va être création va être protégé par ce qu'on appelle les droits d'auteur et va se heurter à cette difficulté qu'évoquait Jessie, c'est que si je n'ai pas prévu la manière dont les droits d'auteur me sont cédés, je serai paralysé sur l'utilisation future de ces éléments-là. Et qu'effectivement, quelqu'un d'un peu malin et doublard pourra venir attendre que je me développe suffisamment pour dire, dites donc, c'est très intéressant votre truc, je crois que ça marche très bien, après je suis très content, oui, sauf que c'est à moi. Exemple très connu, la virgule Nike, qui a été créée par une secrétaire qui travaillait chez Nike, sauf qu'elle n'a jamais cédé les droits, et qu'un jour elle s'est réveillée, bien conseillée sans doute par un avocat américain, qui avait un peu de souhait à vous faire, et moi aussi, par la même occasion, et qui est venu taper une négo assez fructueuse. Donc, est-ce qu'un fournisseur a le droit de refuser de donner des éléments? Par exemple, la composition d'un emballage. Bien sûr, ça peut relever de son secret des affaires. Après, vous allez avoir deux limites, et on reviendra toujours sur le même cadre. Vous allez avoir un cadre légal et un cadre contractuel. Donc, soit les informations que vous lui sollicitez sont des informations légales qu'il vous doit, par exemple une composition obligatoire, enfin figurer sur l'étiquette, c'est pas le choix, c'est réglementairement je ne peux vendre le produit sur mon territoire que si j'ai cette information-là, monsieur, communiquez-moi cette information. Il n'a pas le choix, il faudra qu'il vous le communique. En dehors de cette hypothèse d'exigence légale, si dans le contrat il n'a pas été convenu entre vous qu'il vous devait ces informations, il pourra vous les refuser. Justement, la composition en emballage, c'est forcément légal, parce que je peux imaginer qu'il y ait des molécules interdites. Non, attention. Puisqu'il ne donne pas sa composition. Il peut simplement vous certifier que l'emballage est en conformité avec la réglementation, sous sa propre responsabilité. La question détournée, c'est est-ce qu'on peut, mais vous allez me dire qu'il faut que ce soit précisé dans le contrat, est-ce qu'on peut lui imposer des analyses, par exemple, qui nous certifient qu'il n'y a pas les molécules en question dans... Alors vous avez deux possibilités, soit vous l'avez prévu dans le contrat, il est prévu que, par, notamment de manière aléatoire, X emballages tous les ans ou tous les mois seront testés à ma charge, et ça deviendra à sa charge si on se retrouve contre des erreurs par rapport à ce qui était admis. Soit on va effectivement aller essayer de lui imposer dans l'hypothèse où on constate qu'il y a eu une intoxication, qu'un de mes clients s'est plaint qu'il y a eu des irritations, qu'il y a eu que sais-je. Là, effectivement, on va avoir un aspect positif. Mais en dehors de cet aspect-là, effectivement, si le contrat ne le prévoit pas, je peux toujours, moi, de mon libre arbitre, faire procéder des analyses. Et si il s'avère que les analyses aboutissent au fait que l'emballage n'est pas conforme à ce qu'il me vient de vendre, alors je vais aller chercher sa responsabilité. Non seulement il devra le prix de l'analyse, mais il va aussi devoir m'indemniser du préjudice subi au titre des produits que je lui ai achetés et au titre, le cas échéant, des préjudices que mes propres clients ont subis. Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre un risque qui est apparu? Donc un risque qui n'existait pas au moment du contrat, une nouvelle molécule, enfin on découvre qu'il y a une nouvelle contamination. Est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper ce risque? Alors le moyen, c'est d'anticiper au sens large, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut se protéger d'un fournisseur qui nous fournit un produit dont on estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque apparent, mais qu'on n'est pas certain que demain, le même produit ne soit pas soit affecté par une bactérie, un virus, un animal, que sais-je, ou même peut-être un risque qui était contenu dans le produit mais qui n'était pas identifiable par la science à ce moment-là, ça existe aussi. À ce moment-là, il va falloir introduire une clause qui sera non seulement que le produit soit conforme à la réglementation applicable au jour de la signature du contrat, mais également conforme à la réglementation au moment où il nous cède des produits. Donc il a une obligation finalement de mise à jour effective de la sécurité de ces produits. Voire on peut même lui imposer une veille juridique et sanitaire, c'est-à-dire lui dire non seulement vous devez me fournir un produit conforme, mais vous devez même me tenir informé, c'est vous le spécialiste du produit que vous me vendez, vous devez avoir une veille en place et me tenir informé des évolutions
techniques, scientifiques, réglementaires et légales qui concernent les produits que vous vendez pour que moi, en tant qu'acheteur, je sache si les points de référence que je dois avoir en tête quand j'achète vos produits. Et ça peut être assez efficace. Et après, évidemment, on lui colle en parallèle une obligation de conformité à ce qu'il est identifié lors de sa veille. Bien entendu. Là, vous avez quelque chose qui est assez solide. Oui ? Est-ce que les droits et obligations que vous avez précisés là sont les mêmes si on a un fournisseur qui est en Union européenne qu'un fournisseur qui est hors Union européenne? Alors, si vous passez par la voie du contrat, j'ai pas de difficulté, puisque le contrat, sauf pays extrêmement exotiques, mais et encore, le contrat est toujours la référence de tous les droits à peu près du monde, la référence de ce qui va permettre de comprendre dans quel cadre s'exécute la relation entre les parties. Donc j'ai pas de souci qu'on soit à l'Union européenne ou hors Union européenne. Là où ça va avoir une occasion de grosses divergences, c'est sur la réglementation applicable, notamment en matière sanitaire, en matière de sécurité, etc. Où on peut avoir effectivement des produits qui sont parfaitement conformes en Union européenne et qui vont pas du tout être conformes aux États-Unis par exemple, et inversement. Donc le simple fait de renvoyer à dire les produits doivent être conformes à la réglementation applicable, en soi ça peut être insuffisant si je sais que je suis sur une étendue géographique très large. Je vais devoir également lister les territoires sur lesquels les produits doivent être conformes, pour que justement mon fournisseur puisse, le cas échéant, aller chercher les réglementations applicables sur les 10 territoires, et pas qu'il vienne me dire, vous savez, n'oubliez pas prévu. Moi je vous ai dit, un produit sur... Vous avez des plateformes de livraison en France, bah, moi mon produit il est conforme en France, je ne savais pas que vous vouliez le vendre aux États-Unis, effectivement il n'est pas conforme pour les États-Unis, mais vous ne m'avez pas prévenu. Et j'ai autre question sur les cascades entre fournisseurs, traders. Si vous avez un contrat avec un fournisseur, il doit vous livrer des produits conformes. Par contre, rien ne dit qu'il peut passer par un sous-traitant, un organisme de stockage extérieur pour vous livrer. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faut mettre des clauses spécifiques pour se prémunir de tout risque? Alors si vous ne mettez rien, ce qui prévaut, c'est la liberté. Donc si vous ne mettez rien, votre fournisseur il a le droit de faire ce qu'il veut, tant qu'il respecte les conditions contractuelles, légales et réglementaires qui encadrent votre relation, il n'a pas fait le droit d'aller s'appuyer, voire de se substituer dans l'exécution de ses obligations, un tiers. À vous, si vous ne souhaitez pas qu'il le fasse, d'encadrer dans le contrat la manière dont il peut le faire, ou le cas échéant qui sollicite votre autorisation préalable pour mettre en place ce type de sous-traitance. Et si ce n'est pas noté, est-ce que le contrat, on peut toujours attendre la même qualité de... Ah ça par contre lui, ça ne change pas ses obligations. Il ne peut pas lui se substituer à ça en disant on sait plus moi, c'est lui. Non, vous avez signé avec quelqu'un, le contrat, la cession de contrat ou la transmission de contrat, même s'il n'y a pas de cause d'intuition personnelle, ne peut pas se faire sans l'accord de l'autre partie. Donc il va devoir solliciter votre accord. S'il le fait sans votre accord, il restera néanmoins responsable de l'exécution du contrat. En général, ce qu'on prévoit si le recours à un sous-traitant est prévu dans le contrat, c'est la clause de garantie, c'est qu'en tout état de cause, s'il fait appel à un sous-traitant, eh bien, il se porte garant du respect par le sous-traitant des obligations du contrat. Et puis à charge pour lui ensuite de se retourner contre son partenaire qui est le sous-traitant, puisque ce n'est pas votre partenaire. Vous n'avez aucune relation contractuelle avec ce dernier. Et juste sur la relation internationale avec l'élément d'extranéité, il y a la réglementation forcément qui va s'appliquer de manière obligatoire. Et sur le contrat, alors bien sûr, on prévoit ce qu'on veut et ne pas oublier, avec un fournisseur étranger, de prévoir la loi applicable à ce contrat. En tant que professionnel, vous avez le droit de prévoir cette loi. Ne pas oublier, de le soumettre soit à la loi française, soit à la loi du fournisseur si elle vous paraît plus avantageuse pour votre qualité d'acheteur, soit même à une loi complètement exotique. Parce que le droit international, c'est pas un droit. C'est un droit qui va permettre de savoir quel droit national pourrait s'appliquer. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a des points importants dans ces 4 minutes On va y arriver. Il y a 2 points, mais ça... Voilà, on va tordre un peu le droit pour l'adapter à notre timing, ça devrait passer. Super. Un point très important, ce que vous avez là, dans quelle situation, dans quel délai puis-je changer de fournisseur? Le point de base. Je, pour des raisons qui sont les miennes, veux changer de fournisseur. Est-ce que j'ai le droit de le faire? La réponse est oui. Est-ce que je peux le faire comme je veux? La réponse est non. À minima, alors je vais avoir trois grands types de situations. Soit j'ai une relation contractuelle avec lui, j'ai une durée de contrat qui est prévue, j'arrive à la fin du contrat, le contrat prend fin, terminé, chacun respecte ses obligations. Une nouvelle aventure commence, je recommence avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Soit, comme une faute,
suffisamment grave pour que je puisse en tirer des conséquences. Et le cas échéant, cette conséquence, ça peut être vous commettez une faute qui est de nature à ne plus permettre d'envisager la poursuite de nos relations, j'en tire les conséquences, j'arrête de travailler avec vous. Je respecte des formalismes, mise en demeure, etc. Tant que la partie, on va faire court. Mais voilà, je respecte le cadre juridique qui me sécurise, mais je prends prétexte de cette faute pour dire j'arrête. Dernière, oui. Faute grave, c'est non-respect du faute. Alors, notamment, je ne peux pas parler de faute grave parce que, voilà, faute, on va dire, suffisamment proportionnée à la décision que je vais prendre. Ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, vous me commettez une petite faute, ça me suffit, j'en ai marre, je veux quelqu'un de parfait, vous avez vu combien de fautes, je vous dégage. C'est 30 ans qu'on travaille ensemble, vous me faites une erreur de livraison sur les 5000 produits que je prends par mois, je prends prétexte de cette faute pour vous dire au bout de 30 ans, terminé, on arrête demain. Là, c'est moi qui engage ma responsabilité. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un vrai travail. Là, je ne vous donnerai pas la recette miracle, c'est vraiment une concréto, c'est au cas par cas qu'on apprécie la proportionnalité d'une faute par rapport aux conséquences que je vais en tirer. Il y a de nombre d'entreprises qui sont un peu piégées avec ça, croyant tenir le bon argument pour mettre fin à une relation de 30 ou 35 ans, qui sont trouvés dans une situation extrêmement délicate. Même s'il n'y a pas de préavis sur le contrat. Alors, la notion de préavis, justement, j'y viens. Dernière possibilité, je n'ai rien à reprocher à mon partenaire, mais j'ai plus envie de travailler avec lui. On a vécu une histoire ensemble, j'ai plus envie de travailler avec lui. Voilà. Sa tête ne me revient plus, ou peu importe. J'ai envie de changement, que sais-je. Je change de partenaire, c'est mon droit. Par contre, là, attention, j'ai eu droit à un préavis. C'est les dispositions du Code de commerce, 442.6.1, 5e du Code de commerce, pour être précis, qui nous impose. Pourquoi il y aura les linéaires, attention. Et il y a un terreau à la fin. Je lui dois un préavis qui doit notamment être proportionné à la durée de la relation commerciale. Gardez à la très grande louche, mais encore une fois, c'est la pression qui appartient, mais quand vous gouvernez d'idées, 1 mois de préavis par année de relation. Et vous aurez une vision à peu près précise de ce qu'il faut. La durée ou l'importance qu'on représente chez ce la durée de la relation. L'importance, c'est un critère qui va venir affiner ce que je viens de vous dire. On sera plus ou moins par rapport à ce délai d'1 mois par année de relation, qui est juste qui permet d'avoir des grandes masses. Cette importance du poids que je pèse, le fait que j'ai pu solliciter par exemple des investissements spécifiques auprès de mon fournisseur, je lui commande des moules en plastique, il me fait que des moules carrés, et moi je veux un moule rond. Tu m'embêtes, moi ok, j'ai investi pour une machine pour faire des moules ronds. 1 an après, je lui dis bah écoute avec toi c'est fini. Il était gentil, mais j'ai acheté des machines, il s'est revendu sur 5 ans, qu'est-ce que je fais des machines? Voilà, donc retenez ça, sachez que ça c'est fondamental, c'est le plus gros contentieux qu'on a en matière commerciale, c'est cela. C'est les ruptures de relations commerciales avec un préavis qui ne respecte pas un préavis, qui ne sont pas un préavis suffisant. Et le risque, c'est réparation de la marge brute perdue par le partenaire pour la durée de préavis qui aurait dû être respectée. Si je suis sur 24 ou 36 mois de préavis qui aurait dû être respecté, ça commence à faire du bruit. Et juste très rapidement, là pour le coup, le contrat ne sert à rien, même si vous avez prévu un préavis, une durée, le juge a tout à fait la possibilité de réévaluer à la hausse ce préavis. Donc on ne peut pas se cacher derrière, par exemple, un préavis de 3 mois. Ça fait 30 ans qu'on est en relation commerciale. Exactement. Le préavis contractuel n'exonère en rien le fait de respecter le préavis légal. Et puis, tout dernier point, mais en se rasseyant, donc ça compte pas, on n'aura pas le droit au bâton, j'espère en tout cas. Je cours vite dans l'eau. Un point, ça permettra d'enchaîner sur ce qui avait dit évidemment tout à l'heure, c'est le cœur de la journée. Les contraintes juridiques prises en compte en cas d'audit des fournisseurs. On l'a vu, vous avez bien compris l'importance du contrat. On va y retrouver évidemment cette importance-là. Avoir également en tête l'importance qu'on appelle nous le risque concurrence, et notamment le risque d'entente. On n'y pense pas assez, et ce risque-là, c'est le plus gros risque qui existe, de toutes les matières juridiques qui existent, le plus gros risque, c'est le risque concurrence. Le risque, c'est quoi? C'est 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxe du groupe auquel vous appartenez. Et si demain, je me mets d'accord, moi, avec, par exemple, un de mes concurrents, dire, bah très bien, t'en penses quoi de ce fournisseur? Celui-là, je peux te dire, il faut vraiment qu'on se le fasse. Il est en train de pourrir le marché. Ça fait des années qu'il nous maltraite parce qu'il se côté. Maintenant, il faut qu'on le sorte, on va se mettre d'accord et on va le pourrir. Et on va se mettre d'accord pour lui dire, toi mon grand maintenant, tu nous fais moins 10 sur tout ce qu'on commande, sinon t'es sorti des 3 entreprises majeures du secteur. Ça, c'est une entente anticoncurrentielle. Ça peut coûter très cher. Donc, oui, au groupement, aujourd'hui, c'est sans doute le plus grand axe de développement qui existe aux entreprises, à l'achat, à la vente, dans tout ce qu'on veut à la recherche. Le groupement, on travaille énormément dessus, mais attention, là pour le coup, ça ne s'improvise pas, et ça se fait vraiment dans les règles de l'art. On a un tout petit peu dépassé, j'en suis désolé. Non, super, on peut applaudir.